Bonsoir à tous et à toutes, on est de retour sur Radio Découverte pour cette édition spéciale Mec Apache Dada, pour ce triple vernissage à la Villa Paré de Neuchâtel. Bonjour à tous. Mais bonjour Nathan. Bonjour. Hello. Je m'appelle Nathan, donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, et je suis accompagné de mon acolyte de toujours Nolan. Salut Nolan. Hello. Avec nous, on a les deux co-auteurs de Mémoire dissidente, sortis chez les éditions Grimoire et la Plume. Ils ont un parcours très semblable, de nombreux prix en commun, dont notamment celui du prix de l'ailleurs, lui pour Errance numérique et les réminiscences de Lélia, elle pour Onde de choc et échange épistellaire. Je vous présente Christophe Charles Kunzi et Touvust. Bonsoir. Bon, Touvust n'est pas là parce qu'elle est à la caisse pour gérer les ventes, mais elle va venir tout à l'heure. Elle est avec nous en esprit et en moral. Elle va reparler après. Avec eux, nous avons aussi la réalisatrice du court-métrage Karaoké, primée du prix du public au festival de court-métrage. Elle est multicasquette, ingénieure son, réalisatrice, chanteuse, compositrice, mais aussi députée chez Les Verts. C'est Amandine Ray. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Nous avons aussi, pour finir, l'artiste derrière le single Paradise. Elle est parolière, interprète, graphiste, enseignante, mais aussi danseuse orientale. C'est Lélia. Bonsoir. Du coup, Amandine, c'est parfait, je voulais commencer par toi. Tu as donc réalisé le film Karaoké, dont voici le synopsis. Dans ce documentaire punk patrimonial, découvrez le quotidien parfois difficile des interprètes en bâtiment. Très joliment formulé. Autrement dit, à l'occasion du festival de court-métrage, tu es allé filmer les murs du café du port de Serrières pour créer une chanson à partir des tags, affiches et autres inscriptions. Ce café du pont, il faut savoir que ça a été, de ce que je me suis renseignée, d'abord un café, restaurant, ensuite un squat, et qu'il se situe dans un quartier très important de Neuchâtel, qui était avant l'ancienne Casa Choc, où il y avait les maisons Suchard. Et à la fin de sa vie, en quelque sorte, il y a eu des concerts dans ce lieu. Moi, j'ai rien connu de tout ça. Je suis arrivée après. J'avais très peu de choses à faire l'année passée. Je n'avais pas d'emploi, mais j'avais beaucoup de projets. Alors je me suis dit que j'allais essayer de faire un film entièrement seule, en faisant tout. Et en une journée de tournage, je suis allée prendre en photo tous les tags et tous les écrits qu'il y avait dans ce lieu, de façon un peu ethnographique. Et je me suis dit, je connais pas cet endroit, mais il a plein de choses à dire et je peux essayer d'en faire quelque chose. Donc après, avec toutes mes photos, je les ai découpées. J'ai écrit tous les mots que j'avais trouvés dans cet endroit, je les ai découpés. J'ai fait un puzzle qui est devenu ensuite une chanson qui rime avec des vers et qui deviennent un petit peu comme du slam ou du rap, avec parfois des moments très trash et d'autres un peu drôles. Et ensuite, je me suis mis à slammer tout ça sur une musique que j'ai aussi composée. On voit dans les phrases qui sont notées qu'il y en a certaines qui transmettent des idées en fait, qui ont vraiment une volonté de, voilà, pas forcément politique ou quoi, mais en tout cas de transmettre quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce moyen d'expression, souvent illégal en fait? Je trouve que c'est un moyen de s'approprier l'espace pour les personnes qui n'ont pas des moyens conventionnels de prendre la parole. Et c'est vraiment un moyen de diffusion de la culture, des idées, qui va aller complètement à l'encontre de ce qui est affichage conventionnel. Et donc je ne dis pas que je suis le genre de personne à faire du tag. Je suis pas assez douée pour faire les belles choses qu'on peut voir souvent sur les murs. Mais pour moi c'est un moyen d'expression et qui est souvent aussi un peu éphémère parce que c'est souvent des mots qui sont voués à disparaître ou à être couverts par des affiches, et donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux que des messages publicitaires ou d'autres écrits. Bon, après, j'ai tout mélangé. J'ai pas fait de distinction dans mon film entre un panneau qui dit c'est la rue telle, ou quelqu'un qui écrit j'ai perdu mon chat, ou quelqu'un qui écrit quelque chose d'absolument horrible au fond des toilettes. Voilà, pour moi, tout ça, c'était des mots. Donc, que ça soit des messages politiques ou pas, ils auront un impact sur les personnes qui les lisent. Mais est-ce que le fait même de faire quelque chose où on dégrade un bien matériel en fait,
même sans mettre un message directement politique dedans, c'est déjà une sorte de... On veut transmettre quelque chose, ou en tout cas, c'est... Ah, c'est se donner un droit qu'on n'a pas, si on parle de certains endroits en particulier, qui vont déranger certaines personnes, qui seront les personnes derrière qui devront remettre à neuf et autres. Oui, c'est un message aussi. C'est le message de je prends un droit que j'ai pas et je m'exprime là où j'ai pas le droit de m'exprimer et je transgresse, peu importe ce qui est écrit. Même si on avait écrit un message typiquement de droite, parce que je pense que c'est pas vraiment la droite qui est écrite sur les murs. Je pense que ça reste juste le fait de transgresser et de dire cet espace est à moi, ce message est à moi. Mais en même temps, à part certains codes de gang ou personnes qui écrivent leur Instagram, c'est souvent aussi le côté anonyme qui est important. Donc on transgresse, mais on se met pas en avant. On dit pas c'est moi, tenez mon numéro de téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu rester dans l'ombre et laisser passer que les mots en fait. Donc moi maintenant j'aimerais un peu parler avec toi, Lélia. Oui. Donc tu as sorti le single Paradise, c'est ton premier single, hein? Exactement, oui, okay. Tout à fait. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Les tripes, je sais pas. Et puis les amis aussi, puisque dernièrement j'étais à un mariage pour une amie avec qui, il y avait une amie avec qui j'ai chanté pour le mariage d'une copine. Et puis pendant ce mariage, les potes nous disent à moi-même et justement Vilain Dada avec qui on a fait le son, lui il a fait l'instru en fait. Elles nous disent mais pourquoi vous faites pas quelque chose ensemble? Pourquoi est-ce que vous collaborez pas? C'est vrai que ça fait déjà quelques années que Vilain Dada il est actif, il a déjà une bonne quantité de sons disponibles sur les plateformes en streaming. Et puis on s'est dit tiens, allons-y. Et puis moi c'est vrai que j'ai toujours bien aimé sa musique et je suis allée écouter davantage ses sons et je suis tombée in love de Paradise. Ok, trop bien. Moi je propose qu'on l'écoute. Avec plaisir. Alors. In the glow of the golden sun, underneath the sky, two hearts as one. Extending my hand, just take this flight. Come with me to my paradise. The sands are warm, the breeze is sweet. With every heartbeat, our love will beat. Lost in your eyes, it all feels right. Come with me to my paradise. Paradise, paradise. Underneath the stars and the soft moonlight. In my world, our love will rise. Won't you come with me to paradise? It all feels right. The secret place where love takes root. A word for us, hearts can't refute. With you by my side, everything's so bright. Come with me to my paradise. 'Cause hand in hand we'll face each day. In my paradise you'll never sway. Through the storms we will ignite. Come with me to my paradise. Paradise, paradise. Underneath the stars and the soft moonlight. In my world our love will rise. Won't you come with me to paradise? Paradise, paradise. Underneath the stars and the soft moonlight. In my world our love will rise. Won't you come with me to paradise? It all feels right. It all feels right. Et voilà, c'était Paradise de Lélia.
Très jolie chanson. Du coup, c'est ton premier single, mais est-ce que t'en as d'autres en projet? Oui, Oui. qui sont au four. D'autres singles ou peut-être un projet plus conséquent? Pour l'instant, j'y vais chanson par chanson. Là, on est sur. Je suis très à commencer par le texte et du coup là, je suis dans les papiers. J'écris beaucoup. Christophe et tout. Vous nous avez donc présenté Mémoire dissidente, et dans lequel vous nous présentez aussi un futur proche, flirtant avec la dystopie à travers une grande œuvre chorale, mêlant les trames narratives sur un fond d'intrigue politique et policière. Elle est jolie ma phrase, non? C'est Magnifique. C'est bien. On adore. Avant qu'on continue, est-ce que vous voulez nous faire un petit résumé de l'intrigue? Je la sentais venir cette question. Hein. Et à la base, c'est un fond politique. C'est deux partis politiques. On est à l'approche des 3e élections gouvernementales planétaires. Ce que je dis souvent, c'est que c'est très science-fiction, parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à imaginer un monde unifié. Hein. Donc ça, c'est l'aspect qui, quand on l'a écrit au début, en 2018, était presque possible. Aujourd'hui, on voit que les tensions planétaires sont tellement fortes que c'est difficile d'imaginer un gouvernement planétaire global. Mais bon, admettons, c'est donc ces deux positions, deux partis politiques, un parti qu'on a appelé le parti humaniste, qui est un parti tourné, j'ai envie de dire, vers la nature, vers un retour vers des valeurs fondamentales. Et puis de l'autre côté, le parti du bien-être technologique, comme son nom l'indique, dit la solution, on va la trouver dans la technologie, dans le développement, et puis finalement dans une continuité du capitalisme. Donc c'était, je pense aussi, pour tout et moi, enfin, ça représente pas mal ce que, à mon avis, les gens ont envie de demain. Les gens veulent un retour vers la nature et ils veulent aussi de la technologie. Donc, c'est deux parties qui sont crédibles, à mon avis. Et donc, je vais résumer. Approche des 3e élections planétaires, on a des débats politiques et à l'approche de ces 3e élections planétaires, disparition du leader de l'opposition au parti en place, qui est en fait le leader du parti humaniste, Mombasa, qui tout d'un coup disparaît. Et donc là, on entre avec le roman dans un polar. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher à comprendre qui a tué, peut-être fait disparaître, peut-être mis dans une cave, le leader de l'opposition. Le roman est un polar, le roman est quelque chose de politique, et en même temps, on a aussi le côté dystopique, comme tu l'as très justement dit, parce que le parti du bien-être technologique a créé un univers dans lequel les gens les plus pauvres sont mis à l'écart dans des ghettos. Ce qu'on fait peut-être déjà aujourd'hui un petit peu, mais là, c'est à l'extrême. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à la réalité économique capitaliste sont mis dans des endroits où ils vont crever littéralement. Donc on a poussé un peu le curseur aussi de dystopique. Voilà, je pense que c'est ça le résumé. Là, on voit aussi que on peut ressentir aussi aujourd'hui que la politique, certaines idées sont un peu pressantes. On a des problèmes qui vont toucher tout le monde. Et dans ce contexte aussi qu'on voit dans le livre où vraiment il y a des urgences à régler. Le fait d'avoir choisi un gouvernement qui est planétaire, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait avoir, on va dire, un gouvernement planétaire pour prendre des mesures efficaces et rapides pour... Alors, on l'a pas créé dans ce sens-là. On voulait d'abord aborder la planète sous une utopie, c'est-à-dire ce gouvernement planétaire. Il a réussi à la surface de mettre en place une paix mondiale. Donc, il se targue de ça et grâce à ça, justement, il se répand, il s'installe et il projette d'aller dans l'espace, coloniser d'autres planètes. Ça, c'est le rêve qu'il vend aux terriens. Oui. Mais justement, est-ce que vous pensez que c'est dans notre contexte à nous, un gouvernement planétaire où on voit que là, il y a une sorte de solution aussi qui a amené à ce niveau-là. Il y a une paix mondiale qui a été faite grâce à ça. Vous pensez que c'est quelque chose d'enviable en tout cas? Au-delà de ce que tu disais, hein, donc, parce qu'effectivement, c'est une utopie, c'est un peu un mensonge à la base. Mais maintenant, là, si on essaie de répondre à la question, je vais répondre à la question d'un point de vue politique. C'était Jacques Attali qui proposait, j'avais lu un livre de lui qui disait il y a finalement plusieurs solutions, mais l'une d'entre elles pour moi c'est évidemment ça, oui, un gouvernement planétaire, c'est-à-dire l'unification à mon avis arrêter en fait de considérer les différences
et considérer les ressemblances entre les différents peuples et puis dire, voilà, on est tous pareils, c'est, à mon avis, ça serait, en tout cas, ça répondrait à une solution. Enfin, je veux dire, si par exemple, la Russie, l'Ukraine, tout le monde avait dit, on est tous pareils, on n'a pas de raison de se faire la guerre puisqu'on est tous le même pays. Et d'ailleurs, c'est une vision, je prends une référence à moi que j'aime bien, c'est Watchmen. Je ne sais pas si vous connaissez Watchmen, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, Watchmen. Mais Watchmen, c'est très intéressant parce que je fais le pitch en 2 secondes, mais un des personnages qui est le plus intelligent de la planète, en fait, crée un complot planétaire pour créer. Enfin, il va faire envoyer une bombe atomique sur la Terre, grosso modo, et sa raison, donc il le fait dans une volonté d'unifier le peuple. Donc, si toute la planète se dit, mais j'ai un ennemi commun qui est à l'extérieur, en l'occurrence sur Mars, c'est un peu bizarre, c'est de la science-fiction. Mais bon, il vient de Mars, et il envoie une bombe, maintenant, vous n'avez pas le choix. Planète Terre, vous devez vous unir contre cet ennemi. Et c'est triste, parce qu'en fait, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un ennemi commun qui fait que tout le monde se rassemble, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire si tout d'un coup tout le monde disait il y a des aliens qui arrivent, les Américains, les Russes, les Ukrainiens diraient on a peut-être plus important à régler que nos petits problèmes locaux. Donc oui, pour répondre, moi je pense que oui. Avec le problème de l'écologie aussi aujourd'hui qui peut être vu comme un ennemi commun, clairement c'est la planète en entier qui est concernée. Donc c'est juste. Ouais. C'est un thème qui est aussi abordé, j'imagine, dans le livre. Bientôt Netflix va sortir Le problème à 3 corps, très belle référence. Qui est une très 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 grosse œuvre de science-fiction qui prend le pari que non, les extraterrestres n'unifieraient pas la Terre et ce serait plutôt une course à qui sera les premiers à être en contact avec eux. Parce que c'est comme dans le capitalisme en général, le premier qui a accès à une ressource, il détruit tous les autres et le premier pays qui aurait accès à une communication avec des extraterrestres et qui pourrait lui transmettre, c'est ça notre idéologie, les autres, c'est la cible. Voilà. Peut-être, moi, je crois pas à ce genre de dystopie-là, mais par contre, je trouve que le pouvoir de la science-fiction pour façonner les idéologies et les visions du futur, elle est incroyable. Elle a raison, elle vient de péter complètement mon argument. Ah non, désolé. Elle dit t'as totalement tort. Ouais, mais t'as peut-être raison, c'est vrai en plus. Je l'ai lu aussi, Problème à 3 corps, super. Et puis c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne analyse. C'est juste, ça crée juste plus de guerre en fait. Donc peut-être je dis des conneries. Ah non, mais vous avez tous les deux raison sur 2 points assez distants. Je pense que les deux visions des choses peuvent complètement s'unir dans le même monde. Non, je veux dire, alors complètement la mise en avant d'une nouvelle ressource comme allégoriée à travers la venue d'extraterrestres dans ce monde capitaliste et fera forcément de la bataille. Mais à l'inverse, si ces mêmes extraterrestres venaient en étant menaçants, je pense complètement que unification il y aurait, vu qu'il n'y a pas de, ce n'est pas bien fait à avoir, mais danger à prévenir, ce qui sont 2 choses différentes. Ouais. La grande bataille de ce roman, du coup, c'est celle pour la présidence entre le parti du bien-être technologique et le parti humaniste. Ça se sent qu'il est 21h30. 2 visions du futur différentes, l'un tendant plus sur le cyberpunk et l'autre plus vers le solarpunk. Quel chemin pensez-vous que notre monde suivra? Ou plus simplement, êtes-vous optimiste pour notre futur? Oui, j'ai gardé le gros dossier pour la fin. C'est dur. Optimiste ou pessimiste? Ou autre d'ailleurs, parce que justement, le cyberpunk en soi, il est toujours un peu montré comme dystopique. Mais on pourrait imaginer aussi un monde qui embrasserait complètement la technologie à 100% avec des grandes cités, du transhumanisme à fond, aucune nature, mais où les gens vivent heureux. Ça me semble improbable, mais c'est possible. Mais elle est super ta question. Non, mais c'est vrai, elle est super. C'est les 2 références. On a beaucoup en science-fiction. Il y a beaucoup Black Mirror récemment. Nous, on écrit beaucoup des choses qui sont Black Mirror, donc qui vont plus être dans le cyberpunk, plus dans le côté négatif. Et c'est vrai que pour avoir, on va dire en tout cas en littérature, mais quelque chose de positif, aujourd'hui on a de la peine. On sent que la littérature elle est plutôt négative. Le solarpunk,
j'ai envie de dire, ouais, c'est rare, quoi. J'en vois pas beaucoup. Donc les gens sont plutôt, je pense, en général, pessimistes sur l'avenir. C'est vachement difficile, hein, début 2024, d'être optimiste. Je le disais, hein, si on regarde les conflits actuels, les tensions entre la Chine et les États-Unis, on se dit, bah ouais, où est-ce que ça va nous amener? Moi, j'ai de la peine à avoir une optique optimiste vis-à-vis de l'avenir. Il y a de plus en plus de dissensions aussi. Des gens riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. On a peu de solutions. Je te suis complètement dans ton raisonnement, mais on va dire pour finir sur une un peu plus belle note, est-ce qu'il y a quelqu'un d'un peu plus positif dans sa vision? Je suis en train de chercher, mais j'ai lu un livre de Hans Rosling, voilà. Il a été aussi traduit en français d'ailleurs. Où en fait, Hans Rosling, dans ce livre, expose toutes les choses factuelles de ce monde, sous tous les angles géopolitiques, démographiques, écologiques, enfin bref. Et en fait, avec les faits du monde actuel, démontre que le monde va pas si mal que ce qu'on pense. Et il introduit son livre en disant que un questionnaire à QCM, des politiciens répondent moins juste que des chimpanzés qui répondent en fait au hasard. Il a vraiment fait l'expérience pour dire qu'on est quand même assez pessimiste et que si on lit Factfulness, ça fait du baume au cœur. Oui, le fameux biais de négativité qui nous suit un peu tout le temps, qui nous a bien aidé dans notre évolution, mais qui maintenant pourrait nous laisser un peu tranquille. Exactement, c'est ça. Peut-être que ce biais de négativité vient du fait que on a de plus en plus accès à l'information. On voit de plus en plus qu'est-ce qui pourra nous éteindre. Ça, personne pourra aller contre le fait que toutes les espèces s'éteignent à un moment. Sauf que maintenant, on se rend compte que ça peut peut-être être de notre faute, que ça peut peut-être être par réchauffement climatique, par guerre, par intelligence artificielle. C'est la nouvelle super question à la mode. Et donc, voilà, on est devenu trop conscient de tout ce qui va nous arriver, du fait qu'on est une espèce comme les autres, on est un chimpanzé, on est un politicien, c'est la même chose. Voilà, un jour c'est la fin, peu importe, je mets de côté les côtés religieux, et peut-être que c'est une angoisse qu'il faut avoir d'un côté de sa tête, mais que l'existence c'est quand même important. C'est parce que pour mourir, faut avoir vécu avant, et voilà, j'essaye vraiment de trouver une phrase bien pour que tu finisses ton épisode sur un truc positif. Aidez-moi, s'il vous plaît. L'avenir fait très flipper. Pas très optimiste pour l'avenir, mais je pense pas qu'il faille pour autant baisser les bras. Et si je peux me permettre d'être un peu démagogique. Non. Ok, bon. Allez. Il restera de l'espoir pour notre monde, du manque, et il y aura des gens prêts à se battre pour lui. C'est beau. Voilà. Exactement. Ça vous dit C'est qu'on finisse là-dessus, comme ça on est content. Ouais. Merci. C'était le plan. C'est dans Brevard, ça, non? En tout cas, c'est un vrai plaisir de passer ce petit bout de soirée avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Et puis tout le bonheur et la bonne santé pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage pour le dérush. Merci. Et on vous laisse, chers auditeurs, sur une petite pause musicale à nouveau. Des bisous, bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.